Dans un terrain vague au fin fond des montagnes se trouve l'armée de l'Est, dirigée par le jeune et beau Kitaru, et l'armée de l'Ouest, dirigée par la Zashikiwarashi Suzu. Le clivage entre ces deux armées sera l'étincelle de la grande guerre des Yokai. Sous la lueur calme du clair de lune, deux armées sont positionnées face à face. Les deux chefs sont les plus proches du centre. Et comme le veut la tradition des animes, ces chefs sont deux enfants. Des créatures qui ont encore des devoirs de maths. Quoi qu'il en soit, ils ordonnent tous deux à leurs armées d'attaquer. Les yokai sont de formes et de tailles différentes. Certains ressemblent à des démons, des géants et des monstres mythiques aux visages les plus effroyables, tandis que d'autres sont des animaux magnifiques qui se transforment en belles dames. Ils s'affrontent avec intensité pour tenter de défendre leur souverain et de prouver leur valeur. Grâce à leur capacité extraordinaire et à leur ténacité surnaturelle, il n'y a pas de combattants faibles sur ce champ de bataille. Aujourd'hui, le beau Kitaru et l'adorable Suzu se font face au centre du champ de bataille. La tension est à son comble tandis que les deux commandants se regardent en face. L'épée à la main, ils foncent l'un sur l'autre sans crainte. Mais, au lieu d'une bataille magistrale comme celle des yokai, ces deux enfants ont un combat d'épée ludique. Après une bataille théâtrale qui pourrait faire honte à la guerre de Troie, la vérité derrière cette bataille. Pourquoi a-t-elle commencé? Vengeance pour un camarade tombé au combat? Non. Des désaccords politiques? Non. Des missions secrètes d'assassinat? Pas du tout. Alors que Suzu continue de frapper Kitaru avec son arme, elle proteste contre le fait qu'il a mangé son matcha monaka. Le va-et-vient se poursuit alors que Suzu hurle qu'un Zashikiwarashi n'est pas censé faire le ménage. Mais elle est plus âgée que lui. C'est son rôle de s'occuper de lui. Mais la jeune fille refuse, car c'est un maître égoïste dont l'attrait le rend très arrogant. Enfin, les plaisanteries s'arrêtent lorsqu'ils retrouvent tous leurs yokai battus à plate couture. Ils ne s'attendaient pas à ce que la bataille aille aussi loin, et ils n'en avaient pas l'intention. Soudain, l'un des yokai usés, de la taille d'un éléphant, tombe de côté, les écrasant tous les deux, et ils meurent. À la fin de la journée, les yokai boivent et font la fête, tandis que Suzu et Kitaru passent de jolis moments en tête-à-tête. Le garçon s'excuse et rappelle à quel point leur dispute était insensée. Tous deux s'accordent à dire que la paix est la meilleure chose qui soit. Voici donc l'histoire de ces jours précieux passés avec leurs amis yokai, tels qu'ils sont consignés dans un journal intime. Un petit voyage dans le temps. Un jour, Kitaru a été mis à la porte de la maison de son oncle pour avoir pénétré dans un entrepôt interdit. On l'a envoyé vivre dans un autre bâtiment, mais cela ne l'a pas dérangé. C'était une occasion en or de vivre seul et un beau signe de liberté. La liberté de jouer et de lire des mangas toute la journée sans que personne ne le harcèle ou ne le gronde parce qu'il n'aide pas à la maison, jusqu'à ce qu'il trouve une jeune fille assise sous le porche. Menacé par cette visiteuse inattendue, le garçon se met en position défensive de cobra. Mais Suzu l'accueille avec le plus beau des sourires. Et c'est ainsi, les enfants, que Kitaru est devenu le maître de cette petite maison. Un jour, Kitaru demande à Suzu si elle a déjà préparé son bain. Après tout, elle a perdu la bataille d'hier et est devenue la femme de ménage d'aujourd'hui. Suzu répond que le ménage n'implique pas la préparation du bain. Le garçon se rend compte qu'elle a raison et va donc dans la salle de bain pour le faire lui-même. Mais il est choqué de trouver un yokai qui s'amuse à lécher la baignoire en criant le nom de Suzu. Kitaru l'assomme et le ligote, puis s'apprête à appeler la police. C'est alors que Suzu arrive et prend la défense du yokai, Akanam. Elle explique qu'il s'agit d'un yokai qui se nourrit de la saleté des bains domestiques. Ce yokai doit être traité différemment des dégénérés humains typiques. D'accord, mais qu'en est-il de l'autre yokai qui lèche le plafond tout en appelant Suzu par son nom? Tanjonam le yokai est un nettoyeur de plafond. Le garçon commence donc à interroger les deux yokai pour voir s'ils ont des intentions malveillantes. Qu'est-ce qui déclenche leur instinct de yokai à mentionner le nom de Suzu tout en faisant leur travail? Monsieur Plafond explique que les planches ressemblent aux cheveux de Suzu, ce qui les rend irrésistibles. Les deux hommes s'appellent alors fièrement les roulements de tambour s'il vous plaît. Suzu en Leaking Brothers. Avec conviction, Suzu autorise Kitaru à les exécuter, mais les deux yokai se mettent à genoux pour demander pardon. Ils sont prêts à tout. N'importe quoi. Un éclair de génie surgit dans l'esprit de Kitaru. Il les amène à un endroit où ils peuvent faire tout le ménage qu'ils veulent. Sur son « tu sais quoi ». Il leur suggère même de répéter « Suzutan » en faisant le ménage. Agacé, Suzu lui donne un coup de poing dans le mur parce que c'est clairement inapproprié. Sous la direction de Suzu, les deux yokai se mettent à nettoyer avec leurs mains, à faire de la menuiserie et à effectuer d'autres tâches diverses. Lorsque la maison sera impeccable, Suzu est sûr qu'ils déménageront tous les deux. Lorsqu'il lui demande si elle a ordonné cela pour échapper à ses tâches, elle échappe littéralement à la question. Un beau jour, c'est un ciel bleu, des nuages blancs et cotonneux et un soleil radieux. Kitaru se délecte de ces conditions idéales. Il est temps de se déshabiller et de danser, et il est temps pour Suzu de s'énerver. Mais d'abord, ils aperçoivent dans le ciel une chose qui ressemble à de la gelée. C'est quoi cette chose gonflable qui ressemble à un danseur aérien, avec un sourire mignon sur le visage? Suzu reconnaît qu'il s'agit de Nobiagari.
Si tu continues à le regarder, tu vas tomber. Mais Kitaru, têtu, refuse de céder à ce concours de regards et tombe comme prévu. À ce moment-là, Kitaru voit à la fois le soleil et un autre trésor national. Il reçoit cependant un coup de pied au visage. Alors qu'elle s'excuse, la créature mythique disparaît. La nuit approche et les deux ne sont toujours pas rentrés chez eux. Soudain, un mur mystérieux surgit de nulle part. Suzu explique qu'il s'agit d'un yokai appelé Nurikab. Kitaru fait remarquer qu'ils ont rencontré beaucoup de yokai ces derniers temps. De plus, ce mur est sans fin, ils ne peuvent donc ni le contourner ni l'escalader. De plus en plus impatient, le garçon donne des coups de poing, des coups de pied et s'écrase la tête contre le mur. Rien de tout cela ne fonctionne. Heureusement, Suzu connaît une solution, lui enlever les pieds. Elle lui offre une brindille pour creuser. Bien sûr Suzu, si tu veux passer 1 million d'années ici. Heureusement, le fusible de Kitaru saute et il donne son fameux coup de pied Kitaru. L'énorme impact envoie notre garçon voler à l'arrière. Sous la jupe de Suzu. Une fois de plus, ce n'est pas seulement le clair de lune qui brille dans ses yeux. Furieuse, Suzu le roue de coups, mais Kitaru se défend. Il dit qu'il faisait trop sombre cette fois-ci pour voir quoi que ce soit. Alors qu'elle cueille des fruits, vivants, Suzu remarque un renard lumineux non loin d'eux. Mais quelque chose d'étrange a attiré l'attention de Kitaru, alors les deux observent dans l'ombre. Ces mignons hamsters font un combat de kendo avec des brindilles. Kitaru demande si ce sont aussi des yokai, et Suzu répond qu'il s'agit probablement d'une sorte de futashi. Les futashi sont des animaux qui ont vécu si longtemps qu'ils ont commencé à agir comme des humains. Par exemple, les renards et les chats sont connus pour avoir développé des queues fendues et être devenus yoko et bakeneko. Mais les hamsters futashi, c'est une première. Regardez-les grignoter des glands. Ils parlent même et remercient le ciel pour leur nourriture, mais ce bonheur paisible est interrompu lorsqu'un serpent arrive pour les engloutir. Ichiro Nizama, le plus âgé et le plus grand d'entre eux, s'avance avec une brindille. De sa belle et profonde voix, Ichiro jure de protéger ses frères et sœurs. Il est temps de montrer ses talents d'escrimeur. Il sprinte vers le serpent et saute de toutes ses forces. Et le serpent l'a avalé tout entier. Désireux de le sauver, les frères et sœurs d'Ichiro tirent sur ses moustaches pour le sortir de la gueule du serpent. Mais la succion du serpent est trop forte. Ichiro préfère mourir sur le coup plutôt que de ressentir la douleur d'être tiré par les moustaches. Soudain, une jeune femme saisit le serpent et lui donne un coup de tête, ce qui fait recracher Ichiro. Elle ne devrait pas intervenir ainsi, mais, hélas, il est sauvé. Elle s'enquiert ensuite des deux personnes qui se cachent dans les buissons. Alias Kitaru et Suzu. On apprend alors que les voix off des hamsters ont été réalisées par le grand Kitaru. Même Suzu ne peut contenir son rire en observant les malheurs des hamsters. Cette dame est Kitsune, une yoko et la superviseuse du seuil. Elle étrangle Kitaru entre ses valets et celui-ci s'énerve en voulant mordre. Elle lui explique qu'elle est chargée d'empêcher ses congénères de perturber les villageois. De toute évidence, c'est Kitaru que les yokai ont dérangé dernièrement, ce qui signifie que Kitsune ne fait pas son travail correctement. Impardonnable. Kitsune disparaît, mais Suzu est choquée de découvrir qu'elle a maintenant une queue de renard. Cela amène le garçon à croire que le renard se déguise en Suzu. Il l'attaque alors pour la punir de toutes les perturbations qu'elle a causées. Mais notre beau protagoniste n'est pas assez intelligent pour se rendre compte qu'il est tombé dans le piège de Kitsune, le renard s'éloignant fabuleusement comme si de rien n'était. Le lendemain, Kitaru se trouve un nouveau jeu vidéo. Mais alors qu'il rentre chez lui, 2 vaches se trouvent devant sa porte. Le garçon essaie de s'enfuir discrètement avant d'être remarqué. Les vaches l'appellent avec un « yo, maître ». Et le plus étrange, c'est qu'elles ont des visages humains. Elles s'appellent Kudan et sont là pour aider Kitaru grâce à leur pouvoir de prédiction de l'avenir. Kitaru est aussi confus que nous. Bien sûr, il ne le sait pas encore, c'est aussi un problème qui vient du futur. Ils disent qu'il s'agit d'un problème huge. L'un d'entre eux a failli être transformé en zombie grillé au barbecue pendant le processus de prédiction. D'après lui, la prédiction est la suivante, Kitaru sera pris entre la bête et l'enfant, et le kazaya rouge se fendra. Et elle s'arrête brusquement lorsque le cou du voyant se brise. Mais apparemment, c'est normal. Kitaru, lui, est plus inquiet pour son avenir. Chose choquante, l'autre Kudan s'est aussi brisé la nuque. Elle a envoyé son âme dans le futur pour trouver une issue à la pauvre âme de Kitaru. On peut l'appeler la fille qui a sauté dans le temps. Il divulgue ensuite le secret qui permet à Kitaru de se sauver de la malédiction. Kitaru doit protéger la première fille qui se présente à lui. De plus, l'une des vaches lui donne un porte-bonheur, une photo de bisous. Comme par hasard, Kitsune arrive en courant vers lui alors qu'elle tente d'échapper à Suzu. Elle flirte un peu avec lui mais notre garçon la traite froidement en retour. Sentant que Suzu approche à grands pas, Kitsune se déguise en rocher. Suzu, furieuse, cherche frénétiquement Kitsune parce qu'elle a mangé son matcha monaka. C'est peut-être ce que la prophétie voulait dire. Kitaru remarque que la queue de Kitsune est évidente, mais il fait de son mieux pour ne pas moucharder malgré les menaces de Suzu. En fait, il dit à Suzu d'essayer de fouiller les buissons car sa queue pourrait dépasser quelque part. Bonjour capitaine évident.
Le garçon essaie de frotter Kitsune pour lui faire signe de cacher sa queue, mais cette partie est sensible. Et voilà le déguisement qui s'envole. Kitsune est en colère pour l'avoir dénoncé, tandis que Suzu lui en veut de s'être rangé du côté du renard. Mais c'est alors qu'il aperçoit la photo de Kudan de tout à l'heure. Il est forcé d'expliquer qu'il s'agit de son précieux porte-bonheur. Malgré l'explication insensée de Kitaru, les deux filles concluent qu'il aime les femmes plus âgées. Un après-midi, Kitaru se promène sur une montagne et aperçoit une élégante dame en train de réaliser une magnifique peinture à l'encre. Il est impressionné par la délicatesse de son coup de pinceau, mais la bouche nauséabonde de Yuki-onna fait un contraste saisissant. Elle le traite ouvertement de sac à merde et lui dit d'arrêter de regarder son œuvre avec ses yeux effrayants. De plus, elle a entendu parler des rumeurs sur sa gentillesse et son égalité de traitement envers les yokai. Plus tard, pendant le dîner, Kitaru partage immédiatement cette rencontre avec Suzu. Quelle coïncidence! Une visiteuse qui ressemble un peu à la jeune Yuki-onna arrive chez eux. C'est la compagne de Suzu pendant la saison froide, la demi-Yuki-onna, Yuki. La petite fille ne supporte pas très bien la chaleur. Alors que les filles jouent joyeusement dans la cour, Kitaru observe le paysage. C'est alors qu'il remarque la respiration haletante de Yuki. Il arrête instantanément leur jeu bien que Yuki dise qu'elle va bien. Il confirme la température volcanique de son corps. Grâce à sa rapidité d'esprit, Kitaru prépare un seau de glace pour les pieds de Yuki, une compresse froide innovante pour sa tête, et allume le ventilateur pour un refroidissement maximal. Elle n'ose pas l'admettre, mais cela l'a vraiment aidé. Lorsque la jeune fille se sent un peu mieux, Kitaru lui offre un reste de nouilles chinoises froides et de la glace pilée. Suzu se sent soudain un peu jalouse et froide à l'intérieur puisqu'il n'est pas comme ça avec elle. Ce soir-là, Kitaru décide de raccompagner Yuki chez elle. Mais ce n'est pas nécessaire car Yuki-onna vient chercher son enfant. Suzu explique que cette femme a peut-être la langue bien pendue, mais que c'est une excellente mère. Oui, son surnom désobligeant est toujours là, mais elle remercie Kitaru d'avoir pris soin de son enfant. Un après-midi, Kitaru bat Yuki dans une partie de cartes, ce qui lui vaut des éloges. C'est alors qu'un homme chauve accompagné de 2 gardes du corps s'approche d'eux. Il se présente sous le nom de Tonome et lance un défi à Kitaru, car il a entendu dire que le garçon n'a pas son pareil. Bien sûr, cela réveille l'esprit de compétition de Kitaru et il accepte. C'est donc un choc lorsque le garçon perd. Et à chaque pari, il perd tout ce qu'il a misé jusqu'à ce qu'il ne lui reste plus rien. C'est pourquoi Tonome taquine Kitaru en lui demandant de parier ses vêtements pour qu'il puisse mettre fin à la partie. Le vieil homme a dû sous-estimer l'épaisseur du visage du garçon. Il se déshabille rapidement jusqu'à ses sous-vêtements et continue à jouer. Kitaru sait que ce yokai est un tricheur, mais il ne fait aucun geste inutile pour le prouver. Quel peut être le secret de ce vieil homme? Alors qu'il réfléchit profondément, un choc lui traverse le cerveau. Bingo! Il saisit immédiatement la main de Tonome, et voilà! Il y a littéralement un œil dessus. Yuki est stupéfait par l'intelligence de son Oni-chan. Le garçon scelle cet œil injuste et continue le jeu. Mais Tonome ne veut pas continuer et prétend que le garçon n'a plus rien à parier. Le garçon décide de mettre quelque chose en jeu, les vêtements intimes de Suzu. Mais cette idée est abandonnée lorsque Suzu lui piétine le visage une fois de plus. Tonome et ses complices s'agenouillent devant Yuki-onna et Kitsune. Vont-ils les réduire en bouillie ou autre chose? Kitaru est convaincu qu'il devrait les laisser partir, car il a beaucoup appris de cette histoire. Tonome et ses gardes du corps poursuivent donc leur chemin en promettant d'enseigner à Kitaru ses techniques de tricherie lorsqu'ils se reverront. Une amitié peu conventionnelle, en effet. Un autre jour, une autre aventure. Aujourd'hui, Suzu est à la recherche du miroir Shomakyo, un miroir qui reflète un yokai. Apparemment, les yokai n'ont pas de reflet et n'apparaissent pas non plus sur les photos. On dirait que ce sont des vampires, non? Cependant, Kitaru est plus curieux de savoir pourquoi Suzu veut soudainement revoir son visage alors qu'elle est toujours aussi mignonne. Elle se met à bégayer et à rougir car elle ne sait pas comment réagir à son compliment soudain et comme les filles d'anime partagent une seule cellule cérébrale appelée un trope merdique, elles décident de le frapper contre un mur. Kitaru se rend dans leur entrepôt principal pour trouver un miroir similaire. Il est banni depuis qu'il a été mis à la porte, et maintenant, les systèmes de sécurité sont plus stricts que jamais. Mais rien ne peut arrêter Kitaru, qui se lance à corps perdu dans sa mission impossible. Finalement, il voit le miroir et s'en empare, mais sans le savoir, il renverse une énorme marmite. Quelque chose de sinistre vient d'être libéré. Il rentre chez lui pour offrir le miroir à Suzu. La jeune fille est touchée, mais essaie de ne pas le montrer. Alors qu'elle se regarde timidement dans le miroir, c'est un monstre qui apparaît à l'autre bout. C'est ainsi que Suzu s'est enfermé dans leur petite maison de stockage. En pleurs, Suzu remercie Kitaru pour sa flatterie mais avoue que son visage est une arme mortelle qui peut provoquer l'Armageddon. Kitsune le voit et explique que le miroir est un Gekkyo. Tous les yokai se verront les avec. Dans ce cas, Kitaru appelle à l'aide. Ils font appel au service de Yuki-onna pour peindre à la hâte un portrait de Suzu. Une fois terminé, Kitaru jette l'illustration à la fenêtre pour que Suzu puisse la voir. Immédiatement, la jeune fille la regarde et est surprise de voir son vrai visage.
Elle s'empresse de sortir et demande à Kitaru si c'est bien son vrai visage. Kitaru sourit et acquiesce, car c'est ainsi que Suzu se présente à ses yeux. Un après-midi, Kitaru et Yuki s'amusent à courir sur le terrain malgré les avertissements de Suzu qui craint qu'il ne trébuche. En effet, Yuki trébuche sur un rocher, mais sa brindille heurte quelque chose d'autre. Une adorable créature surgit des arbustes, ce qui attire les éloges de la jeune fille aux cheveux d'argent. Mais ce qui est surprenant, c'est la prudence de Suzu, qui explique qu'il s'agit d'un Kodama Nezumi. Lorsque ce yokai s'énerve, il grossit de plus en plus jusqu'à ce qu'il explose. Suzu a été frappée une fois, et cela reste une expérience traumatisante pour elle. Mais Yuki ne peut pas croire qu'une créature aussi apprivoisée puisse être aussi mortelle. Dans la panique, Suzu frappe la main de Yuki, qui laisse accidentellement tomber le Kodama. Celui-ci gonfle en touchant le sol. La maladresse de Yuki lui fait heurter un arbre, créant un effet domino qui fait grossir encore plus le Kodama, qui fait l'effet d'une bombe. Kitaru lui donne gentiment un biscuit et le Kodama se calme. Mais Suzu, impatiente, le presse pour le faire revenir à la normale. Au contraire, l'effet inverse se produit et le Kodama devient plus grand que trois réunis. Dans une tentative désespérée, Yuki imite le ton condescendant de sa mère. Fais TOI grand ou rentre à la maison. La gentille fille s'en va. Tu es un petit cochon inutile dont le seul talent est de se gonfler, un cochon de baudruche. Le thème de tout ça. Suzu essaie de faire de même, mais le ballon se gonfle au point d'éclater. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est lorsque Kitsune émerge de sous terre, envoyant le Kodama dans les airs. Et alors qu'il retombe. Kaboum! Les dégâts pour aujourd'hui sont une Suzu en délire et une Yuki abasourdie. J'espère qu'elles iront bientôt mieux. Suzu n'en revient toujours pas de l'incident qui vient de se terminer. Pour lui remonter le moral, Kitaru, Yuki-onna, Kitsune et Yuki décident de lui offrir des cadeaux surprises, en espérant que l'un d'entre eux fera mouche. Lorsque Suzu sort, elle est accueillie par une tonne de paniers et un panneau qui dit « Voulez-vous le grand ou le petit panier ?» Confuse, Suzu les ouvre un par un sous le regard des quatre autres, cachés derrière un buisson. Le premier cadeau est une paire de mitaines mignonnes de Yuki. Viennent ensuite des dessous en soie de Kitsune, mais le destinataire croit à tort qu'il s'agit d'un cadeau de Kitaru. Le troisième cadeau est une poupée en silicone fabriquée à la main par Yuki-onna. Elle se vante d'être extrêmement précise, jusque dans les moindres détails. Notre pauvre garçon est à nouveau sous le feu des critiques. Les autres boîtes sont vides et contiennent des notes aléatoires. Suzu pense que Kitaru se moque d'elle et lance puissamment la poupée sur le buisson. Le garçon remet son lot de consolation à Suzu. La colère de Suzu disparaît en voyant le cadeau. C'est une paire de chaussettes à hauteur des genoux. Le garçon lui explique que ses jambes doivent être froides en hiver. Contre toute attente, Suzu est aux anges et se pavane dans la cour, reconnaissante de la prévenance de Kitaru. Par une nuit froide et sombre, Kitsune saute tranquillement sur les arbres en pensant à Kitaru. C'est alors qu'elle perçoit une aura malveillante. Avant qu'elle ne puisse l'identifier, l'entité attaque. Peu après, Yuki et sa mère trouvent Kitsune battue sur le sol. Autour d'elle, une trace gargantuesque laissée par un terrifiant mille-pattes. Il se dirige maintenant vers Kitaru. Le monstre s'approche de Kitaru et l'enserre dans ses griffes. Tandis que Kitsune enchaîne le monstre, Yuki-onna l'identifie comme étant Tomukade, le yokai le plus vicieux que la famille de Kitaru a scellé il y a de nombreuses années. Kitaru a enfermé il y a de nombreuses années. Comment a-t-il pu s'échapper? Soudain, Kitaru se souvient de la grande jarre qu'il a renversée en cherchant le miroir de Shomakyo. Yuki-onna matérialise une boule d'énergie destructrice, mais Yuki l'arrête car elle risque de toucher Kitaru également. Et maintenant il s'est libéré de ses chaînes. La situation périlleuse rappelle à Kitsune sa faiblesse, les cheveux humains. Le garçon arrache sans crainte des parties de son propre cuir chevelu. Mais les deux femmes deviennent soudain amnésiques à court terme. Était-ce cheveux humains, d'ongles, ou de la morve, ou d'un champignon de pied d'athlète humain? De queues humaines? Des ailes humaines? Eh bien, ils prennent leur temps, aux grandes dames de Yuki. Perturbé par tout ce bruit, Suzu vérifie ce qui se passe à l'extérieur. Pourquoi paniquent-ils tous alors que la faiblesse de ce monstre redoutable n'est que de la salive humaine? En entendant cela, les Omukades tremblent de peur. Mais Kitaru ne veut pas le laisser s'échapper, car il aurait de gros ennuis si sa famille l'apprenait. C'est ainsi qu'il libère son Speed Machine Gun. L'Omukade est vaincu. Dans ce moment de douce victoire, Kitaru perd lentement connaissance et s'écroule sur le sol. Cela fait déjà 3 jours, mais Kitaru ne s'est toujours pas réveillé. C'est sans doute parce qu'il a libéré trop de puissance spirituelle. Tout le monde le regarde avec inquiétude, en particulier Suzu. Elle se souvient de la première fois où elle et Kitaru se sont rencontrés. À l'époque, ils s'affrontaient pour déterminer qui serait le maître de maison. Suzu avait beau faire semblant d'être humaine, son sens aigu du surnaturel ne l'avait pas trompée. Il lui avait carrément demandé si elle était un esprit lié ou un extraterrestre. En réponse, elle s'est moquée de ses idées puériles et a proclamé qu'elle était une Zashiki Warashi. Pour se faciliter la vie, ils se sont mis d'accord sur un jeu de cache-cache. Si Kitaru trouvait Suzu avant le coucher du soleil, il deviendrait le maître des lieux.
S'il perdait, il devait faire tout ce qu'elle désirait. Kitaru la chercha dans le grenier mais trouva une poupée qui lui ressemblait. Il a ensuite cruellement mis l'objet au bout d'une ligne de pêche et a failli le noyer. Suzu est sorti de sa cachette, ce qui a permis à Kitaru de remporter la victoire. Sale, mais intelligent. Ce soir-là, Suzu a nettoyé les couloirs comme elle l'avait promis. Pendant qu'elle était occupée, il nettoya secrètement la poupée pour la remettre dans un état neuf et étincelant. Cela marqua le début de leur amitié non conventionnelle, de leur folle aventure et de tous les yokai bizarres qu'ils rencontrèrent en cours de route. Ce sont des souvenirs qui valent la peine d'être chéris, et elle est impatiente d'en créer d'autres. Si seulement Kitaru se réveillait de son sommeil. Kitaru ouvre les yeux et est choqué de se retrouver encerclé. Même le monstrueux Umukade est de la partie, mais la plus heureuse est Suzu, qui saisit la main de Kitaru en pleurant. Elle était si inquiète. Apparemment, c'est sa voix apaisante qui l'a réveillée. Grâce à elle, le garçon autrefois abandonné continuera à vivre cette vie joyeuse avec ses amis yokai bien-aimés. D'autres aventures amusantes, d'autres expériences extraordinaires et d'autres histoires incroyables vous attendent dans le journal en images de Kitaru. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, laissez un like et un commentaire pour aider la chaîne à grandir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.